Je suis le funambule et j'aborde mon fil. Je le connais par cœur, mais ce n'est pas facile. Je suis toujours fragile et puis la terre est basse. Je me dis que mon fil se pourrait bien qu'il casse. Que j'ai peut-être peur ou bien peut-être pas. Et puis... On mourrait à quel âge, Marilène Patoumati? Alors ça dépend, si vous êtes un homme, vous avez plus de chance, parce qu'en moyenne, vous pouvez vivre jusqu'à peu près 50 ans, 55 ans. Les femmes, on a très peu de squelettes, que ce soit les néandertaliennes, que je connais particulièrement, ou les sapiens, c'est plutôt vers 36-40, c'est le maximum. Plus de chance en étant homme parce qu'on a des représentations des hommes et des femmes à cette époque. Lorsqu'on était enfant, on nous enseignait ça dans les livres. Je vous vois sourire, Marilène Patoumati, parce que votre livre est spécifiquement attaché à déconstruire ces représentations des genres et de la répartition des rôles à la préhistoire. Non, je pense que là, c'est lié tout simplement à la maternité, aux grossesses et surtout à l'accouchement. C'est-à-dire que non seulement il y avait une mortalité infantile importante, mais ça qu'on a connu dans les périodes historiques, mais il faut bien voir aussi que au moment de l'accouchement, il y avait quand même, à mon avis, pas mal de décès. C'est pour ça qu'il y a peu de femmes qui dépassent cet âge-là. Mais sinon, si vous voulez, il y a cet imaginaire. Là aussi, on parlait tout à l'heure par rapport aux animaux et alors valeur donnée ou symbole donné à certaines espèces. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un imaginaire où on a une vision pour prendre une image que tout le monde va comprendre. Bon, la femme, elle est dans la grotte, elle est là pour élever ses enfants et pour balayer la grotte. Voilà, c'est l'image quand même qu'il faudrait peut-être déconstruire, parce qu'il y a une participation extrêmement importante des femmes, on y reviendra. Mais je veux dire, dès le départ, il y a deux choses, c'est-à-dire que non seulement on va tout de suite faire des tâches réservées aux hommes, des tâches réservées aux femmes, mais en plus on va valoriser ces tâches, c'est-à-dire qu'on va valoriser la tâche masculine. Supposons que ça soit vrai, que les femmes soient spécialement dans la cueillette, etc., et ces tâches et tout, on a valorisé la chasse par rapport à cette cueillette. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de double peine. Non seulement on sent le savoir, on va dire que les femmes font telle ou telle activité, mais c'est des activités considérées comme moins nobles, comme subalternes, etc. Donc c'est ça qui est intéressant de voir dans la vision de cet imaginaire de la préhistoire. La répartition des genres, d'ailleurs Bruno David, dans les espèces que tout à l'heure on a évoquées, la hyène, il faut que vous nous expliquiez ce qu'elle a, cette hyène de particulier. Alors c'est un petit peu compliqué la hyène, je vous renvoie à ma chronique, mais manifestement vous l'avez écoutée. La hyène, elle a un clitoris transformé qui ressemble à un pénis. Donc les gens qui ont vu et en plus les hyènes femelles sont nettement plus grosses et plus fortes que les mâles. Donc là on est pour le coup sur une société très matriarcale où les dominantes sont les femelles. Et elles ont un clitoris transformé qui ressemble un petit peu à un pénis. Donc c'est assez étrange. Ça a beaucoup perturbé les gens. Ils ont longtemps pensé que les hyènes étaient hermaphrodites. Ça fait partie des légendes, justement, parce qu'on était un peu piégés par l'observation. Mais ça a un contre-coup. C'est-à-dire qu'en fait, quand la petite hyène est dans le ventre de sa mère, la mère va fabriquer de la testostérone. Ça va masculiniser les embryons d'hyène, et notamment les embryons féminins de hyène. Mais après, il y a un problème de naissance. C'est-à-dire que la naissance... le vagin est bouché, ce qui fait que la naissance se fait par le clitoris. Et que le clitoris est assez long. Et il est plus long que le cordon ombilical. Donc ce qui fait qu'au moment de la naissance, il faut que le cordon ombilical se coupe et puis que le bébé hyène, il continue vers la sortie. Sans alimentation en quelque sorte, on lui coupe son tuyau d'oxygène. Si je peux faire une image assez simple. Donc plus il y a de testostérone, plus ça va favoriser la masculinisation de la hyène, plus elles vont être fortes, plus elles vont dominer, mieux elles vont nourrir leurs petits, donc ça c'est vraiment un avantage. Mais plus il y a de testostérone, plus leur clitoris va être long, et plus les naissances vont être difficiles. Donc là, il y a un risque au moment de la parturition qui fait qu'elles auront moins d'enfants viables. Donc vous voyez, il y a un équilibre, il y a un compromis à trouver, il y a un côté positif, il y a un côté négatif, et finalement ça arrive à un certain équilibre. Mais ceci dit, c'est pas drôle d'être un bébé hyène.